Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore sur cette capsule avec Maître Nuno Monteiro. Je dis ça parce qu'on a quand même des origines communes, hein. Enfin, même toi beaucoup plus que moi au final. Bon dia, Julien. Bon dia. Non falo português muito bem. Donc je sais même pas si je le dis bien, tu vois. Mais c'est pas voilà. mal du tout. Écoute, l'accent est plutôt bon, donc félicitations. Non, je parle pas portugais comme toi. Malheureusement, j'aurais aimé le faire. Donc on fera pas cette capsule en portugais. Désolé pour les Portugais qui nous écoutent, parce que vraiment je serais pitoyable sur le sujet. Mais en tout cas, je suis ravi encore de t'avoir sur cette capsule. On va parler de choses encore très intéressantes qui concernent beaucoup d'auditeurs. Et on va parler de possibilité de se faire requalifier en tant que marchand de biens quand on fait un projet d'achat-revente à titre particulier, parce qu'on entend souvent, on voit beaucoup, réseaux sociaux obligent et formateurs YouTube, et il y a encore du lait qui coule du nez oblige, qu'on peut faire des opérations d'achat-revente à titre personnel sans aucun problème. Mais tu vas nous expliquer qu'effectivement, peut-être que c'est possible, mais dans la plupart des cas, non, c'est pas possible. Marchand de biens reste un métier et on peut vite se faire requalifier. Exactement. Eh bien, en immobilier, il faut faire attention à ne pas vouloir faire la trop bonne affaire et en faire trop, justement, des bonnes affaires. Il est évident que pour l'administration fiscale, eh bien, il est tentant de vouloir vous requalifier en marchand de biens. On verra tout à l'heure quelles sont les sanctions. Alors, on va évoquer ici, Julien, un cas qui est assez fréquent, c'est je suis propriétaire d'un bien, je veux être exonéré de plus-value, donc je vais indiquer qu'il s'agit de ma résidence principale, et du coup, je veux ainsi profiter de l'exonération totale sur la plus-value immobilière. Alors, soyez très prudents. Tout d'abord, la résidence principale suppose que le bien que vous vendez constitue bien votre résidence habituelle, effective au jour de la cession, c'est-à-dire que l'administration va vérifier tout d'abord que le bien que vous êtes en train de vendre, c'est bien le bien dans lequel vous résidez habituellement la plus grosse partie de l'année. Donc attention déjà aux gens qui voyagent beaucoup. On a certains clients qui en plus sont très présents sur les réseaux, qui s'affichent ouvertement en fait sur leur goût du voyage. Très très attention, soyez prudents sur ce sujet. On sait aujourd'hui que l'administration fiscale scrute même les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont devenus donc un point de vigilance car c'est une information que vous êtes en train de délivrer à l'administration fiscale et l'administration fiscale va pouvoir se baser là-dessus pour indiquer pas du tout, ce n'est pas sa résidence principale. Regardez, la preuve c'est qu'il a passé plus de 6 mois à l'étranger au cours de l'année qui concerne la vente, donc vous perdez la qualification de résidence principale. Ensuite, la résidence principale, c'est le bien sur lequel vous bénéficiez aujourd'hui des abattements en termes de taxes d'habitation. On a vu que depuis le 1er janvier, Julien, le site impôts.gouv.fr a changé. L'administration fiscale vous questionne, vous demande comment sont occupés vos biens, qui est l'occupant, est-ce que c'est loué, est-ce qu'il y a un occupant à titre gratuit, est-ce que c'est votre résidence principale, est-ce que c'est une résidence secondaire ? Attention, l'administration fiscale dispose désormais d'éléments supplémentaires et d'un bâton pour vous battre, parce que si vous faites de fausses déclarations, je vois mal comment vous allez pouvoir dire qu'un bien constitue au moment de la vente votre résidence principale, alors que vous l'aviez justement déclaré en tant que résidence secondaire pour ne plus payer de taxes d'habitation. Totalement, ouais. Attention à ce piège. Ensuite, l'effectivité. L'effectivité de la résidence principale, eh bien ça, vous pouvez le prouver par tout moyen. Il est évident que l'administration fiscale, en cas de contrôle, va vous demander de produire des justificatifs d'occupation. Donc, des factures à votre nom. Je vois mal comment vous pouvez prétendre qu'un bien constitue votre résidence principale si vous n'avez pas de consommation d'eau ni d'électricité sur place. Ouais. Même si, bien entendu, chacun peut vivre comme il le souhaite. À la bougie. Vous pouvez vivre à la bougie, comme un ermite. Mais il faut avoir des éléments probants en cas de contrôle. Alors,
Le cas qu'on a assez fréquemment, Julien, c'est le cas où je suis propriétaire d'un bien et pour maximiser la valeur du bien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À le diviser pour pouvoir vendre. Au lieu de vendre un bien, je vends deux biens. En général, j'en tire un prix supérieur. Et attention à cette division, d'accord? Il faut, lorsque je vends, que l'ensemble soit qualifié de résidence principale ou de dépendance immédiate et nécessaire. Alors, je m'explique. Prenons un exemple. Je suis propriétaire d'un terrain avec une maison. Cette maison constitue bien ma résidence principale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vendre une partie de mon terrain en tant que terrain à bâtir et l'autre partie bâtie comme une maison, tout simplement. Eh bien, attention, le terrain à bâtir que j'ai découpé ne constitue pas une dépendance immédiate et nécessaire et sera taxé à la plus-value immobilière. Pour que le bien constitue une dépendance immédiate et nécessaire, il faut tout d'abord que la vente soit concomitante avec le bien qui est ma résidence principale, c'est-à-dire que si je ne vends pas la partie bâtie à titre de résidence principale, l'autre partie ne sera jamais exonérée de plus-value. Donc, premièrement, concomitance entre les deux ventes. Deuxièmement, il faut que le bien que je vends à titre de dépendance immédiate et nécessaire à ma résidence principale le soit réellement. Donc, on peut imaginer un garage, une dépendance, une annexe, dans laquelle j'ai par exemple un atelier, dans lequel je bricole, un garage pour mes véhicules, une voie d'accès à la maison. Ça, c'est des sujets qui ont déjà été traités par l'administration fiscale et qui ont pu être reconnus. Donc, petit tips pour les personnes qui nous écoutent. Dans ce cas-là, lorsqu'on fait une division par le géomètre, eh bien, on fait bien apparaître clairement dans le plan de division ces dépendances immédiates et nécessaires sur le terrain. C'est un sujet qu'on a eu ensemble, effectivement, sur un dossier. Ouais. C'est très nécessaire, effectivement, de faire ça. Ce qui, donc, du coup, permet de bénéficier aussi d'Exo pour le vendeur, c'est ça, pour la partie vendeur. Exactement. Voilà. Et ce qui permet aussi à l'acquéreur éventuel d'avoir un prix bien identifié de chaque lot qu'il achète avec une ventilation des prix, ce qui lui permet lui aussi d'être assujetti à tel ou tel régime de TVA éventuellement derrière. Exactement. Attention, en effet, pour l'acquéreur, ça pourra faire l'objet peut-être d'une capsule sur le sujet. Attention à la problématique, notamment lorsque je suis professionnel de la TVA, soit sur marge, soit sur le prix total. Ouais. Qui peut complètement fracasser un budget prévisionnel d'un projet. Quand tu projettes de faire de l'achat-revente, de la TVA sur prix total, ça a quand même une autre gueule que de la TVA sur marge, quoi. Ah bah clairement, si je ne l'ai pas provisionné dans mon bilan prévisionnel et que d'un coup, l'administration fiscale me demande 20% sur la marge ou sur le prix total, c'est pas du tout la même chose et ça peut mettre à mal carrément l'économie globale du projet. Très clairement. Pour revenir sur le cas d'exonération du bien que je souhaite qualifier de résidence principale, attention au délai. Attention, Julien, au délai. L'administration fiscale n'a pas prévu de délai entre la mise en vente et la vente définitive du bien, mais il est admis que dans un cas de conjoncture normale, un délai normal entre la mise en vente et la vente est d'environ 1 an. D'accord. Et il a été admis lors de certaines crises immobilières que ce délai était porté à 2 ans. Alors, on rentre dans un cycle immobilier. On sait que lorsqu'on parle d'immobilier, on parle de cycle. On est dans un cycle où les ventes sont de plus en plus longues. On est dans un cycle où aujourd'hui, il y a de moins en moins de ventes. Le volume baisse. On commence déjà à voir le marché frémir avec par-ci, par-là, quelques baisses de prix également. Et avec cet accroissement des délais entre la mise en vente et la vente, il est probable que l'administration fiscale soit à nouveau plus clémente, en tout cas on l'espère, pour chacun, parce qu'on a de plus en plus de ventes qui dépassent le délai d'1 an entre la mise en vente et la vente. Alors, pour résumer, le bien, donc, pour bénéficier de l'exonération de vente pour résidence principale, doit être la résidence principale effective. Il faut que la vente intervienne dans un délai raisonnable à partir de la mise en vente, d'accord. Et attention, du coup, on parlait de requalification en marchand de biens, d'accord. Julien, on vient de le dire, c'est tentant de pouvoir passer chacune de nos ventes en essayant de qualifier le bien vendu de résidence principale. Je serai ainsi exonéré plein de fois. Et ça me fait penser à un de mes clients lorsque je lui ai demandé tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est un client qui est venu me voir de loin pour avoir des conseils fiscaux et patrimoniaux. Et il me dit je suis vendeur de résidence principale.
Comment ça? Vous êtes marchand de biens? Ah non, pas du tout. Ça, c'est un métier. Ouais. Moi, je n'ai pas de métier, en fait. Je suis vendeur de résidence principale. J'ai expliqué, moi. En fait, c'est quelqu'un qui occupe effectivement chacun des biens qu'il achète, sur lesquels il fait beaucoup de travaux, et il y vit clairement avec sa famille, et tous les 3 ans, en fait, il déménage. Et en fait, il vit de cela. Il vit de ses prix de vente du coup qu'il optimise parce qu'en faisant beaucoup de travaux dedans, c'est lui qui fait les travaux, et donc il bénéficie de l'exonération totale de plus-value, et il m'indiquait que cette plus-value lui permettait de vivre à chaque fois pendant 3 Dans ans, l'intervalle, ouais. dans l'intervalle. Ok. Et il est complètement en dehors du système parce que du Ok. coup, il n'a pas de revenus, il n'a pas de cotisation sociale, Ouais. et il n'a pas d'imposition. Et malgré tout, il doit avoir du mal à se faire financer quand même. Donc il doit être en fonds propres quasiment tout le temps parce que. Il a atteint un niveau tel qu'aujourd'hui, en fait, il est en circuit fermé sur lui-même, ouais, et voilà. il est en fonds propres, tout à fait. Ok. Alors, bon, tout le monde ne peut pas arriver à ce Ouais. stade-là, donc attention à tous les apprentis marchands de biens qui multiplient les opérations en nom propre. Attention, vous avez un réel risque que l'administration fiscale vous requalifie de marchand de biens, et dans ce cas-là, vous perdez tout d'abord l'exonération pour vente de résidence principale. Deuxièmement, vous perdez même le principe de la plus-value des particuliers, et vous allez être requalifié avec une fiscalité qui est professionnelle, une imposition de vos profits aux bénéfices industriels et commerciaux. Et comme il y a toujours un deuxième effet qui se coule, en plus de cela, l'administration fiscale en tant que professionnel va certainement vous demander le versement d'une TVA. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Julien, TVA qui va être soit sur la marge, soit sur la totalité du prix de vente, notamment lorsque je vais vendre un immeuble neuf. Donc c'est le cas de figure où j'ai acheté un terrain, j'ai édifié une maison. Cette maison, je pensais que c'était ma résidence principale, sauf qu'à force de vendre des résidences principales, l'administration fiscale estime que j'en ai fait une activité professionnelle. Elle me requalifie en marchand. La vente d'un immeuble neuf entrant dans le cadre d'application de la TVA, je me retrouve à verser tout d'abord 20% sur mon prix de vente de TVA à l'administration fiscale, plus sur mon profit, eh bien, l'administration fiscale me demande de payer donc l'imposition sur les BIC. Alors, qui s'élève à combien du coup à peu près? En fait, ça va dépendre si je suis en nom propre ou en société. Si je suis en société, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc 2 tranches. 15% jusqu'à 42 500 € et 25% au-delà. Exactement. Et ensuite, si je suis en nom propre, ça va être taxé à l'impôt sur le revenu, au barème progressif, d'accord, avec très très peu de déductions cette fois qui vont être possibles dans la catégorie des BIC. Pénalité potentielle? Bien entendu, dès lors, de toute façon, que je me fais requalifier par l'administration fiscale, outre l'imposition supplémentaire, l'administration fiscale est toujours en droit de demander des intérêts de retard, d'accord, en général 0,40% par mois de retard. Mine de rien, ça grimpe vite en fonction du nombre de mois. Et en plus des majorations. Attention Julien, ces majorations peuvent atteindre 80% si l'administration fiscale estime que je suis de mauvaise foi et que j'ai volontairement essayé de créer tout un artifice pour pouvoir bénéficier d'exonérations ou tout du moins d'une fiscalité plus avantageuse. Ok. Alors, les critères qui sont retenus par l'administration fiscale pour me requalifier en marchand de biens. Rassurez-vous, c'est pas parce que vous faites une super opération qu'il y a un risque de requalification. D'accord ? Tout d'abord, l'administration fiscale va regarder si en tant que vendeur, vous avez agi avec une intention spéculative au moment de votre achat et non au moment de la revente. C'est-à-dire qu'on va essayer rétrospectivement de se mettre dans la tête de la personne qui est en train de vendre quel était son esprit lorsqu'il a acheté le bien. Est-ce qu'il a de suite acheté en sachant qu'il faisait une super affaire pour revendre rapidement? Ou est-ce que non, il était plutôt dans une optique d'achat à titre personnel pour lui, dans le cadre de l'arbitrage de son patrimoine, d'accord? Et dans ce cas-là, il agit en tant que particulier. Donc attention, si vous agissez avec une intention spéculative, c'est-à-dire que dès que je suis en train d'acheter, je remets tout de suite le bien en vente. Là, il me semble assez évident que l'intention spéculative peut être facilement prouvée par l'administration fiscale. Si j'ai de suite fait une annonce, que je sois sous promesse de vente ou que je sois déjà titré, eh bien, si j'ai une intention de revente rapide, eh bien, l'administration fiscale peut faire apparaître ici le critère d'intention spéculative. Mais ce n'est pas le seul critère. On va également regarder s'il s'agit d'une activité habituelle et récurrente ou s'il s'agit de votre première opération.
il est assez rare que les gens se fassent requalifier lors de leur première opération, même si cette opération est très rentable. Donc, on a le droit toujours de faire des bonnes affaires, même en tant que particulier. Ce n'est pas interdit. Ok. Pour vérifier s'il s'agit de votre activité habituelle et récurrente, l'administration va donc vérifier in concreto, donc dans votre cas d'espèce, si vous avez fait des démarches actives de commercialisation, si vous avez notamment participé à la viabilisation d'un projet, si vous avez mis en place des moyens de commercialisation importants. Il est évident, Julien, si tu fais un achat d'une grande parcelle de terrain, que tu divises en plusieurs parcelles et que tu mets un gros panneau de 4 par 3 sur ton terrain. J'avais pas du tout l'intention de le revendre, non, pas du tout. Voilà, exactement. Ouais. C'est juste pour montrer à tout le monde que j'ai fait une Oui, super voilà, opération. c'est ça. Personal branding, c'est tout. Donc, si tu fais ce type d'affichage, de commercialisation, et que tu déploies tout cela comme le ferait un professionnel, là, tu es en train de montrer à l'administration fiscale que tu te comportes réellement comme un professionnel, ou en tout cas comme une personne qui a la volonté d'exercer véritablement une activité économique qui rentrera donc dans le champ d'application de la TVA avec cette requalification en marchand de biens. Et là, évidemment, on parle, on a beaucoup parlé, c'est vrai, sur cet épisode de résidence principale, hein, de faire ça sur la résidence principale, parce qu'il y a les notions d'exonération de plus-value qui étaient intéressantes, donc ça peut être plus tentant, mais c'est le même cas, le risque de requalification sur des résidences secondaires ou sur des investissements locatifs. Exactement, et d'ailleurs le risque est encore plus élevé sur les résidences secondaires. On a un arrêt, Julien, qui est très très important, un arrêt qui est récent, qui émane de la Cour d'appel de Versailles du 7 décembre 2021, où il a été jugé que l'occupation à titre de résidence principale des immeubles vendus à la date de leur revente par le vendeur fait obstacle à ce que ces biens soient regardés comme appartenant au patrimoine professionnel d'un marchand de biens. C'est-à-dire que même celui qui est professionnel, qui est marchand de biens, dès lors que le bien qu'il vend était le bien qu'il occupait réellement à titre de résidence principale, on écarte tout risque de requalification professionnelle et donc on écarte le reversement de la TVA et on écarte le régime DBIC. Donc en réalité, on voit qu'il est plus risqué de vendre un bien à titre de résidence secondaire en réalité que de vendre un bien à titre de résidence principale. Ce qui est fou, effectivement, parce que d'un côté, tu es quand même mangé par défaut à 36,2 si tu n'as pas d'abattement, et évidemment, si tu revends dans les 5 premières années, ce qui est le cas d'un achat-revente souvent. Alors que dans l'autre cas, effectivement, tu es exonéré de plus-value, mais finalement, tu prends moins de risques. Par contre, on parle là de marchand de biens qui détient sa résidence principale en nom propre, pas via sa société de marchand de biens, on est d'accord ? Exactement. Ouais. Dès lors que c'est détenu par la société de marchand de biens, pas de débat, pas de sujet, vous allez être taxé. Yes. Exactement. Okay. Par contre, on ouvre ici une petite parenthèse. Bien entendu, le marchand de biens peut détenir sa résidence principale via une société du type SCI, transparente fiscalement. Et dans ce cas-là, il pourra bénéficier de l'exonération pour vente de résidence principale dans une SCI transparente fiscale. Ok, très clair. L'autre risque, Julien, bien entendu, c'est que si le bien n'est pas considéré comme votre résidence principale, attention, on n'oublie pas le risque d'impôt sur la fortune immobilière qui s'ouvre dès lors que vous avez un patrimoine supérieur à 1 300 000 euros. Eh bien, patrimoine net. Patrimoine net. Net de dette. Exactement. Donc, on prend la totalité de vos biens, on diminue la valeur de ces biens de la valeur du capital restant dû au 1er janvier sur chacun des emprunts contractés pour l'acquisition des biens. Et donc, si ce patrimoine net total dépasse 1 300 000 euros, je suis taxé à l'impôt sur la fortune immobilière avec un seuil de déclenchement donc d'1 300 000. Mais attention, je suis taxé à partir de 800 000. C'est-à-dire qu'il y a un double seuil. Le seuil de déclenchement 1 300 000, si je le dépasse, eh bien, je vais être taxé pour la partie qui dépasse 800 000 euros de patrimoine. Et on sait que lorsque je suis taxé à l'IFI, je bénéficie de 30% d'abattement sur le bien qui constitue ma résidence principale. Donc, outre les redressements possibles qu'on vient d'évoquer, eh bien, si je suis à l'IFI, je vais en plus perdre l'abattement de 30% sur le bien que j'estimais être ma résidence principale, qui finalement vient d'être taxé à la plus-value. Totalement. Donc ça veut dire que, pour faire une parenthèse sur l'IFI, ça veut dire que j'ai plus d'intérêt à avoir peu de dettes sur ma résidence principale que sur mes autres biens locatifs, puisque j'ai un abattement plus important sur ma résidence principale en matière d'assiette imposable à l'IFI, on va dire, c'est ça, que sur les biens locatifs. Exactement, ça va forcément plus impacter l'actif net à déclarer si je n'ai pas d'abattement, donc sur une résidence secondaire, par exemple, ou sur un bien locatif, c'est 100% du capital restant dû sur l'emprunt qui sera déductible, tout à fait.
Je pense qu'on a balayé pas mal de choses là, sur ce sujet de requalification. C'est très intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter pour clôturer cet épisode ? Eh bien, la dernière chose que j'ajouterais, c'est outre le redressement fiscal, attention, ne négligez pas également les cotisations sociales. Et les deux régimes sont totalement indépendants, d'accord ? Car le régime social des indépendants pourrait, outre le redressement fiscal, vous demander de verser des cotisations sociales. Donc, soyez très, très prudents sur vos opérations. Parfait, belle conclusion Nuno, merci encore pour cette capsule très enrichissante. N'hésitez pas toujours à réécouter les capsules, à réécouter, il faut que ça rentre. Une fois qu'on a eu le cas, je pense que ça rentre très facilement, mais essayez de l'anticiper au maximum justement en écoutant tous les épisodes, toutes ces capsules qui peuvent être vraiment très intéressantes pour éviter beaucoup d'erreurs. Merci à tout le monde encore d'être là et d'être fidèle au poste. Je vous dis à très bientôt, à mercredi pour un nouvel épisode avec un invité et à dimanche prochain pour une nouvelle capsule, peut-être aussi intéressante que celle-là, on ne sait pas, on va voir. Merci beaucoup Nuno. On se le souhaite, à très vite. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.